David Ballan, cofondateur de la start-up française Ledger, qui a été enlevé, séquestré pendant 2 jours, torturé pour de l'argent. Ses ravisseurs exigeaient 10 millions d'euros. Mais Marie-Victoire, ce qui est formidable, c'est que donc il a été enlevé mardi et il a été retrouvé quelques heures plus tard grâce à la qualité des services du ministère de l'Intérieur. Exactement, Pascal. En moins de 48 heures, le couple a pu être libéré. Et puis, ces 10 interpellations qui ont eu lieu d'individus âgés entre 20 et 40 ans qui ont été donc interpellés dans le cadre de cet enlèvement. Alors, David Ballan, c'est cet homme, c'est le fondateur de la brillante entreprise Ledger. C'est une licorne. C'est en quelque sorte le roi de la crypto-monnaie. Alors, jusqu'à la libération des 2 otages, la presse était tenue au secret, évidemment, pour protéger les vies qui étaient en jeu. La conférence de presse du parquet hier soir nous permet donc de mieux comprendre les coulisses de cette affaire absolument impressionnante. Alors au petit matin, c'est David Ballan qui va d'abord être séparé de sa femme. Ça, c'est mardi matin. Exactement. Il va être séparé de sa femme, embarqué de... Donc ils viennent chez lui, il habite Paris peut-être ? Non, ils sont à Vierzon, dans le Cher, c'est à son domicile. Donc David va être séparé, il va être embarqué dans une voiture et donc séquestré par ses ravisseurs. Et les ravisseurs vont lui réclamer une rançon assez importante, à hauteur de 10 millions d'euros en bitcoin, puisque, je le rappelle, cet homme est donc vraiment une référence dans le milieu de la crypto-monnaie. Alors une partie de la rançon va être versée, puis gelée et saisie dans le cadre de la négociation. Et cette négociation, justement, elle se tient sous l'égide du GIGN, cette unité d'élite, et elle va intervenir sous les yeux absolument ahuris de tous ces habitants de Vierzon, du Cher. C'est plus de 230 gendarmes qui vont être mobilisés. Et puis en 48 heures, comme on peut tous s'en douter, les rebondissements n'en finissent pas. Je peux vous donner quelques éléments. C'est grâce au GPS d'une voiture qui aurait été utilisée par les ravisseurs que le périmètre de sécurité va être dressé et va permettre aux enquêteurs de vérifier et perquisitionner un certain nombre d'appartements, de sites de location. C'est grâce à cela que David Ballan est retrouvé et libéré. Mais à Châteauroux. Exactement, ça c'est à Châteauroux, alors qu'au contraire, sa femme, elle, est à Étampes. Il faut la libérer au plus vite puisqu'elle est aussi menacée par les ravisseurs. Et c'est cette fois le signal d'un téléphone qui va permettre aux équipes de découvrir cette femme ligotée et bâillonnée dans une camionnette. Elle est en état de choc. Lui doit être hospitalisé à cause d'une mutilation à la main. Alors plusieurs médias parlent d'un doigt qui aurait été coupé, envoyé à l'autre fondateur de Ledger comme arme de menace, évidemment. C'est-à-dire que ce doigt coupé a été effectivement envoyé donc à son cofondateur et il y avait effectivement une photo. Alors ça montre, et c'est assez rassurant d'ailleurs, la qualité des services et de la police, en l'occurrence du GIGN de France. Et Bruno Retailleau était tout à l'heure sur le plateau de CNews et il a parlé de cette enquête qu'il suivait minute par minute. Il m'appartient d'encourager les hommes et les femmes qui sont sous mon autorité quand ils font du bon travail. Quand je vois, voyez, ce qui s'est passé, Vierzon, où j'ai cru vraiment, quand j'ai vu que le sort qu'on réservait à ce chef d'entreprise... David Ballan, un cofondateur de la start-up Ledger, enlevé avec sa femme, torturé, un doigt coupé. Et très franchement, j'ai eu très peur. Cette affaire, je l'ai suivie d'heure en heure. Vous vous rendez compte, et je veux les féliciter. D'heure en heure, vous avez suivi l'intervention du GIGN. Absolument. Ouais. La gendarmerie, le GIGN, en 48 heures, ils ont mis la main sur ces 10 malfrats. C'est exceptionnel. Il faut que les Français d'abord le sachent parce qu'on nous reproche de ne pas avoir de résultats. Mais si on ne dit rien, les Français ne sauront rien. Ils verront les exactions, mais ils ne verront pas les efforts des policiers et des gendarmes au péril de leur vie. Donc moi, j'assume le fait de féliciter les hommes et les femmes qui prennent des risques pour les Français. Bruno Retailleau a raison, il y a une excellence de la police française dans ces domaines-là, mais ce qui est difficile, c'est la toute petite délinquance au quotidien. Et évidemment, vous ne pouvez pas mettre un policier tous les 10 mètres. Et c'est ça qui est compliqué et qui crée parfois une très grande insécurité, même souvent en France. Je voudrais qu'on écoute Laure Bécuot. Elle est procureure de Paris et elle est intervenue hier. Ce sont donc 10 personnes qui sont en garde à vue. Il s'agit de 9 hommes et d'une femme âgés d'entre 20 et 40 ans, originaires de villes différentes, pour la plupart déjà connus de la justice. Dans le cadre de la négociation dirigée par les gendarmes, une partie de la rançon a été versée. La presque totalité de ces crypto-monnaies a été tracée, gelée et saisie.
Alors, tous ces jeunes gens sont âgés de 20 à 40 ans, pour la plupart donc connus des services de police. L'affaire est désormais sous la charge de la Juridiction nationale de lutte contre la criminalité. Mais je vais vous dire, Georges Fenech, ces gens, ils encourent la réclusion criminelle à perpétuité. Mais je vous assure, je les laisse jusqu'à la fin de leur vie en prison. Je ne peux pas vous dire autre chose. Oui. Je les laisse, mais les 10, je les mets, et croyez-moi, ça ne me dérangera pas. Mais Pascal, il faut quand même qu'il y ait une échelle des peines. Comment ? Vous ne pouvez pas mettre tout le monde... Enfin, les perpétuités, normalement, si vous mettez en prison quelqu'un à perpétuité qui a fait une tentative d'enlèvement qui ne s'est pas traduit par un homicide... Mais je vous dis... Qu'est-ce que vous faites aux gens qui ont vraiment tué ? Je les mets aussi en prison. Oui, mais je mets beaucoup des peines dans la... il y a beaucoup de gens que je mets en prison. Oui, en prison, évidemment, mais à perpétuité... Mais définitivement. Oui. Mais je ne peux pas vous dire autre chose parce qu'en fait, quand on est là... Il y a une échelle des peines quand même. Oui, je ne vais pas dire perpétuité pour tout le monde. Eh bien, il y a un partir d'un moment, je mets tout le monde en prison. Si un tueur d'enfants, il faut qu'il ait la perpétuité, évidemment. Mais très bien, Eugénie, soyez laxiste. Vous avez raison, mais vous avez le droit. Pour tous les crimes. Vous avez une échelle des peines. Eh bien, vous avez le droit de penser ça. Et moi, je trouve qu'il y a une échelle des peines. Et à partir d'une échelle, tout le monde va en prison définitivement. Ça vous va ? Non, je trouve que c'est... De toute façon, ce qui est vrai, écoutez, ces gens-là, ils sont irrécupérables. Quand on est rendu à faire ça... Vous croyez vraiment que quand ils vont ressortir, ils feront quelque chose de bien pour la société ? Je ne sais pas, mais je dis juste que dans une... Eh bien, moi, je protège la société. Allez. Allez-y, Georges. Je veux dire que dans ce type d'affaires qui sont de la grande criminalité, accompagnées d'actes de barbarie, moi, je suis à titre personnel, je suis pour la perpétuité réelle. Oui, c'est un ancien magistrat. Oui, moi, je vous le dis. Et vous êtes tourné gauchiste, hein ? Faites attention. C'est vrai qu'à côté de vous, c'est facile de devenir gauchiste. Mais non, mais je dis pas. Mais voyez. Je dis juste qu'il y a une échelle des peines. Vous pouvez pas. La perpétuité, c'est quelque chose de très rare. Mais vous vous rendez compte le traumatisme que vous créez dans cette famille, chez ces gens ? Mais je dis pas que c'est pas grave. Alors vous leur donnez combien ? Je sais pas. Moi, je suis pas juge, mais évidemment, vous n'êtes pas juge, mais je dis juste que la alors perpétuité. Combien la perpétuité, c'est Abdeslam qui a eu la perpétuité. Il a été complice d'un acte terroriste. Je dis juste qu'il y a une échelle des peines. Ils vont sortir au bout de 5 ans ? Non, il ne faut pas qu'ils sortent au bout de 5 ans, mais il y a une différence entre 5 ans et perpétuité. Georges Fenech. Les crimes les plus graves, les crimes de terrorisme. Vous verrez qu'ils auront 105 ans de toute façon. Parce qu'effectivement, la justice sera sur votre ligne. Je dis pas qu'il faut qu'ils vous verrez qu'ils seront entre 5 et 10 ans et on les retrouvera tous dans 5-6 ans dans la nature. Georges Fenech. Non, je veux dire, ils sortent assez discrètement. Je me suis rendu compte récemment que les auteurs des crimes commis par le groupe Action Directe, vous vous souvenez, à Lyon notamment, André Olivier, Max Frérot, ils sont sortis de prison, ils avaient tué... Non, il y avait Nathalie Monigon. Ça, c'était la branche parisienne. Voilà. Mais la branche lyonnaise, ils avaient assassiné le général. Et il y en a un qui a même donné une conférence à Bordeaux. Oui. Je crois que c'est Jean-Marc Rouillant, de mémoire. Il y a Rouillant, Ménigon. Et qui avait apporté un peu son soutien aux islamistes. Bien sûr, et Rouillant, il est reçu maintenant à l'université. Ils sont allés tuer Georges Besse. Je rappelle qu'aux États-Unis, dont on parle beaucoup en ce moment, la perpétuité réelle, imprisonment without parole, ça existe. Oui, c'est-à-dire qu'ils ne sortent pas. Ils ne sortent pas. Oui. Voilà. Donc on a supprimé, on a aboli la peine de mort, c'est bien, mais on n'a pas remplacé. Mais là, s'il y a une peine incompressible de 30 ans, donc il faudrait peut-être effectivement rétablir une perpétuité réelle. Mais là, ils seront jugés par une cour d'assises, non ? Oui, ils sont bien sûr. Donc ce sont les Français, un jury populaire qui va... Ah oui, là un jury populaire, bien sûr. Et ils encourent la perpétuité, bien sûr. C'est intéressant, vous parliez de Jean-Marc Rouillant. Ceux qui ont tué Georges Besse, PDG de Renault, je crois que c'est en 86... C'était dans le 14e arrondissement, en bas de chez lui. Je crois que c'était rue de la Gaîté, il me semble. Bon. Ils sont dehors aujourd'hui. Ils sont dehors. Donc, c'est pas assez bon. Ibrahim Abdallah. Ce qui est impressionnant aussi... Non, mais Georges Ibrahim Abdallah, lui, il n'est pas sorti. Il est en prison. C'est le seul qui n'est pas sorti. Et ça, c'est l'attentat de Rennes. C'est 86, c'est le seul... Il y a des morts. Oui, c'est le seul qui n'est pas sorti. Je crois que c'est le plus ancien prisonnier de France. Il a 40 ans de détention. Il a été à Lyon aussi. Et la France insoumise demande sa libération sans condition. Tout à fait. Georges Ibrahim Abdallah. Permettez-moi aussi de dire, vraiment... Et Carlos également est en prison. Je suis très, très impressionné par la qualité de cette enquête. Mais c'est ce que je vous dis. Ça, c'est extraordinaire, mais... Je pense qu'il y a dû y avoir de l'information, c'est pas possible. Et sur cette enquête, ils ont travaillé avec l'information. Marie-Victoire, non mais je suis comme vous, moi j'ai été très impressionné. Et bravo donc au service français. Oui, d'ailleurs, c'est un point que la procureure a tenu à souligner pendant la conférence de presse, de féliciter vraiment les équipes. Je voulais juste rajouter que sur cette affaire, le parquet indiquait que les investigations étaient encore en cours pour déterminer un éventuel commanditaire. Donc sur le plan de la réponse pénale, c'est évident qu'en fonction de si on est commanditaire ou simple... Rachel Kahn. Dans cette affaire, ce qui est aussi impressionnant, si on prend un tout petit peu de hauteur,
c'est qu'on a un chef d'entreprise, un chercheur qui est dans les technologies, donc dans le progrès technologique, et de l'autre côté, des méthodes qui sont éperdument archaïques. Mais... Des prises d'otages, de couper des doigts, etc. C'est quand même un des bras cassés. Hein, parce que pour avoir... C'est dingue. Non, mais ils ont pas. C'est un peu des pieds nickelés parce qu'ils sont fait. Enfin, excusez-moi, mais il y a eu la compétence extrême du GIGN, mais on a l'impression aussi qu'ils étaient assez amateuristes parce que pour se faire repérer aussi vite quand on fait quelque chose d'aussi grave, c'est quand même. Non, mais je les défends pas. Alors, je vais vous dire, alors Eugénie, parfois, vous me surprenez. Ce matin, vous me surprenez, mais c'est bien d'être non, surpris. Mais Pascal, je veux revenir parce que vous m'avez traité de gauchiste. La dernière fois, vous avez dit que j'aimais pas les vieux. Oui. Maintenant, vous me traitez de gauchiste. Non, mais alors d'abord, tout le monde comprend que c'est du second degré. Oui. Je sais que le second degré parfois est pris du premier degré. Non, mais ceux qui nous écoutent parfois, je pense, vous croient comme parole d'évangile et donc après me traitent de gauchiste. C'est très bien, ça me permet de me recentrer. Alors d'abord, l'ARCOM va m'étiqueter comme journaliste de gauche. Alors, d'abord, vous avez raison, et Étienne Moujotte me disait toujours jamais de second degré, jamais de second degré, jamais de second degré. Donc, vous avez raison, parce que le second degré est pris parfois pour du premier. Vous savez, l'estime que nous vous portons tous, les auditeurs d'Europe 1, les téléspectateurs, les lecteurs du Figaro, qui lit vos éditoriaux, et qui constate votre très grande puissance d'analyse et votre très grande intelligence. La chute va être terrible. Votre très grande intelligence. Et c'est précisément parce que je sais qu'il y a des gens avec qui tu ferais pas de plaisanterie parce que tu sais qu'ils ne les comprendraient pas. Donc je sais qu'avec vous, je peux m'amuser à faire ce type de plaisanterie. Mais bien sûr... Non, mais pour revenir sur la perpétuité, je pense que si vous donnez... la même sanction à celui qui a tué et à celui qui n'a pas tué. La prochaine fois qu'il y a une prise d'otage, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont buter tout de suite le type qu'ils ont en otage, parce que de toute façon, ils auront la même... Eugénie, vous n'avez pas... Cet argument est excellent. Voilà. Non. Bah oui. Non, cet argument est excellent. Quand on a aboli la même chose. Quand on a aboli la peine de mort, il n'y a pas eu plus de... Non, mais je parle dans la négociation. Si le gars, il sait que de toute façon, qu'il rentre dans l'otage, il va prendre la même chose, il tuera l'otage. Vous avez raison d'apporter un peu de nuance à un présentateur qui n'en a pas toujours. Voilà. Je suis d'accord avec vous. Eugénie est sur la ligne Peggy, mécontenter son public un cinquième du temps. Exactement. Bon, Eric, la ligne quoi ? Charles Peggy. Ah oui, alors ça, oui, il disait quoi ? Il disait ça pour les cahiers de la quinzaine, qu'il faut mécontenter son public un cinquième du temps à peu près. Ah bon ? Oui. Ah bah ça je ne sais pas là, si j'arrive à ce... Faut le surprendre. J'ai demandé aux spectateurs. Je ne sais pas si j'arrive à cette performance, mais bon. Alors on termine ce sujet en citant Éric Larchevêque, qui est l'autre fondateur de Ledger. Il a partagé son immense soulagement et sa profonde joie de savoir que son ami David ainsi que sa femme ont été libérés. J'adresse mes sincères remerciements et mon respect aux forces de l'ordre, avec une mention particulière au GIGN pour leur travail exceptionnel et leur dévouement. Le PDG de Ledger, Pascal Gauthier, a exprimé sur X son profond soulagement. Moi, quand j'ai entendu ça, effectivement, j'ai pas pensé à sa famille, à ses enfants, à ses parents, etc. C'est à eux que j'ai pensé. Et voilà, tu te dis l'enfer qu'ont dû vivre cette famille pendant 5 jours. Eh bien, effectivement, il doit avoir une sanction très forte. Merci Marie-Victoire Dieudonné, merci de vos précisions. La RTBF, puisque chaque jour, c'est notre épisode, c'est notre petit sujet. Vous avez vu que ça bouge quand même. Et vous savez comment c'est sorti, la RTBF ? Comment c'est sorti, finalement ? Qu'est-ce qui fait qu'on en parle beaucoup ? Qu'est-ce qui fait que nous en avons parlé beaucoup ? Où est-ce que je l'ai vu, ça ? Sur X. Ah oui. Sur X. Il faut protéger la liberté. Parce que si ça ne sort pas sur X, moi, je ne regarde pas la RTBF tous les soirs. Pas sûr. Et je la regarde jamais. C'est pour ça qu'il faut l'interdire X. Mais bien sûr, c'est très intéressant ce que je vous dis là. Parce que c'est parce que nous le voyons sur X que nous en parlons. Et pourquoi nous le voyons sur X ? Parce que des téléspectateurs belges sont indignés. Donc, ça nous alerte. On regarde ça. Autrement, ça sort jamais. Donc, c'est un exemple chimiquement pur. Pas l'AFP qui va publier. Ah oui, exactement. C'est pas l'AFP. Et puis, ça nous alerte de manière instantanée. Exactement. Alors, on se fait un petit plaisir parce que tous les jours... Qu'est-ce qui se passe en Belgique, quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, justement, on va être peut-être avec Olivier Benkemoun. Mais revoyons quelques images très courtes, parce que ça fait maintenant 3 jours qu'on l'écoute, cette jeune femme qui est le ministre de la Vérité en Belgique. Non, le ministre de la Vérité qu'on va écouter. Donc le ministre de la Vérité, c'est la jeune femme, effectivement, qui a parlé, je le dis pour Audrey Berthaud, c'est la séquence de la RTBF.
Allons-y. Alors on a constaté à plusieurs reprises que Donald Trump a tenu des propos racistes, d'extrême droite, xénophobes, d'incitation à la haine également. Et donc nous avons décidé de diffuser ce discours avec un léger différé pour prendre tout simplement le temps de l'analyse du décryptage. Et c'est une pratique que nous appliquons déjà depuis de nombreuses années à la RTBF en Belgique francophone avec d'autres médias et que nous appelons avec un terme technique qui s'appelle le cordon sanitaire médiatique et qui nous permet tout simplement d'éviter de banaliser des propos d'extrême droite, des propos d'incitation à la haine, d'éviter de normaliser ces propos. Alors il ne s'agit certainement pas de censure, évidemment que la RTBF ne pratique pas la censure, mais nous ne diffusons pas ce type de propos en direct, nous les analysons et nous prenons le temps de les décrypter et de les encadrer. Je trouve que ça fait partie vraiment des séquences qui m'ont le plus fait ou sourire ou que je trouve en même temps effrayant. Il y a un sketch. Ça en dit long sur le camp progressiste qui ne jure que par la diversité culturelle mais qui ne supporte pas la diversité des opinions, mais ce qui est une constante historique d'ailleurs. Simone de Beauvoir, qui a passé je crois des années assez tranquilles sous l'occupation, avait eu cette phrase formidable: la vérité est une, l'erreur multiple, ce n'est pas un hasard si la droite professe le pluralisme. On a là un exemple de cette constante historique et on a là un exemple type aussi de ce qu'est l'anti-trumpisme, qui n'est pas un pensée, qui n'est pas une pensée, mais qui est une pure passion dans un pays où la Belgique et la Wallonie, en l'occurrence, où le débat public devient de plus en plus étroit et lamentable, alors même qu'ils ont des problèmes extrêmement vifs, par exemple l'islamisme. Ils n'ont pas de problème à avoir des gens qui ont un discours assez poreux par rapport à la pensée des frères musulmans sur leur plateau. En revanche, tout ce qui est à droite du périmètre politique pose problème. C'est surtout l'infantilisation des Belges aussi. Oui, l'infantilisation. C'est incroyable. Vous avez le droit d'écouter ceci. Président des États-Unis nouvellement élu. Ça, c'est absolument choquant. Alors, quoi. Écoutons la ministre des Médias, Jacqueline Galland, parce que même elle est venue à la RTBF, elle dit « Ah, mais c'est très bien le cordon sanitaire », ce qui est déjà une folie. Ouais. Le cordon sanitaire, c'est une folie. Je salue nos amis belges qui nous écoutent, qui depuis hier... Alors, il y a beaucoup d'amis belges qui écoutent CNews, je les comprends. Parce qu'effectivement, vous savez que... Ils veulent s'informer, ils n'ont pas le choix en même temps. Vous savez que ce qu'a fait la télévision belge, c'est-à-dire de ne pas diffuser en direct Donald Trump. Aucune télévision au monde ne l'a fait, sauf la Corée du Nord. La Corée du Nord. Aucune télévision, vous entendez bien, ne l'a fait, sauf la Corée du Nord en direct. C'est les seuls. C'est quand même fascinant. Dingue. C'est dingue. C'est dingue. C'est dingue. Ce qu'a fait la Belgique est dingue. Alors écoutons cette ministre des médias, Jacqueline Galland, qui était ce matin ou ces dernières heures sur la télévision publique belge. C'est vrai que j'ai été étonnée par rapport à cette diffusion en différé de la prestation de serment du président des États-Unis. Il n'y a pas que moi qui était interpellée et donc j'ai écrit à la RTBF, j'ai d'ailleurs la lettre avec moi, pour demander la méthodologie qui avait été utilisée et sur quels critères juridiques ça reposait. Et évidemment, je ne remets pas du tout en cause le cordon sanitaire. Je suis opposée à tous les extrémismes. Mais je pense que ça pose question et donc j'attends des réponses et j'espère avoir ces réponses très rapidement. Mais même elle a tellement peur, la ministre wallonne de la fonction publique, Jacqueline Galland, qui a dit « Je ne remets pas en cause le... » Ben si, il faut le remettre en cause justement, madame. C'est que ce n'est pas une loi, vous savez que c'est un accord tacite entre les médias et entre les partis politiques, donc c'est jamais formulé, c'est un peu comme le cordon sanitaire qui existe en politique en France, parce que là on s'indigne d'un cordon sanitaire médiatique, mais il existe en politique en France, le cordon sanitaire politique. Et ça a été validé. C'est différent, mais ça revient même. Dans ce sens que, non, le Rassemblement national est invité, alors que là, le parti en Belgique ils appliquent dans les médias ce que font les politiques français pendant les élections. Et le droit, parce qu'évidemment, ça a été attaqué devant les tribunaux, cette décision de ne pas inviter. Et bien, à chaque fois, les cours suprêmes en Belgique ont validé ce cordon sanitaire médiatique, et c'est absolument scandaleux, et qui ne s'applique pas à l'extrême gauche, puisque la droite belge avait demandé que la même chose s'applique à l'extrême gauche. Ils ont dit non, parce que c'est pas des partis antidémocratiques qui professent pas la haine, etc. Et en attendant, ce qui se passe, c'est l'islamisation complète de la Belgique, qui se fait petit à petit progressivement. Alors pas la Flandre, Pas la Flandre. La Wallonie, oui. La Wallonie. Alors écoutez Georges-Louis Boucher, il est président du mouvement réformateur, il était avec nous hier et Olivier Benkemoun l'a rencontré.
ça vient d'un état d'esprit qui est plus large, où au nom de la lutte contre les extrêmes, en l'occurrence l'extrême droite, parce que l'extrême gauche bénéficie d'une grande latitude en la matière, eh bien, on estime qu'il y a une certaine police de la pensée qui peut s'exercer. Vous savez, en Belgique, quand vous sortez une idée qui est un peu différente du cadre, comme par exemple la limitation des allocations de chômage dans le temps, très vite, eh bien, vous êtes traité d'extrémiste, extrême droite, populiste. Le débat sur le voile a aussi été un débat impossible, sur le port de signes convictionnels dans les administrations. Ça a été un débat impossible pendant des années sans être traité d'extrême droite. La question également sur l'immigration. J'ai un de mes prédécesseurs, comme président du mouvement réformateur, qui a dit que l'intégration en Belgique était un échec. Et bien pour cela, il était à 2 doigts de devoir démissionner. Ça a créé une polémique qui était colossale. Et ça vient de quoi? Ça vient en fait d'une dominance de la gauche en Belgique francophone pendant de nombreuses décennies, plus de 50 ans. Et donc la gauche, au fur et à mesure, a mis les termes et conditions, je dirais, du débat pour éviter justement qu'on puisse venir contester ce qui apparaissait comme des évidences dans notre région, mais qui sont des choses qui ne sont pas du tout acceptables, comme les exemples que je viens de donner. Bon. Et je lis souvent les tweets d'Eugénie Bastier. La laïcité, c'est une valeur d'extrême droite. La sécurité, c'est une valeur d'extrême droite. La transmission à l'école, c'est une valeur d'extrême droite. La liberté d'expression, c'est une valeur d'extrême droite. Va plus rester grand-chose à la gauche de l'héritage de la Troisième République. J'oubliais, la défense des écrivains en prison, c'est une valeur d'extrême droite. C'est ce que vous avez écrit il y a quelques heures. Le Carillon.